En moyenne, on estime qu'un enfant sur 4 vit avec un seul parent. Au Maroc, par exemple, ils sont plus de 40 000 couples à divorcer chaque année. Au-delà des raisons qui poussent au divorce, il y a la question du devenir des enfants qui se pose. Alors que 5,5% des enfants vivant avec leurs deux parents présentent des difficultés à apprendre, ce pourcentage s'élève à 7,5% chez les enfants vivant avec leur mère biologique séparée du père et à 9,1% chez les enfants vivant avec leur mère et un beau-père. Jusqu'où peut progresser la part des familles monoparentales parmi l'ensemble des familles qui sont ces familles monoparentales? Quelle est leur situation au regard de la pauvreté, de l'emploi et surtout de l'éducation des enfants? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ici et Ailleurs. Famille monoparentale, kit de l'éducation, de la progéniture, c'est le thème central de votre émission de ce matin. Et pour en parler, je reçois pour vous Sandra Adjaho, cinéaste, créatrice et productrice des bijoux Mafé. Bonjour et merci d'être là, Sandra. Merci, bonjour. En face de vous, c'est le docteur Rodrigue Mocho, socio-anthropologue, plusieurs casquettes à la fois, mais sur ce plateau, il sera donc socio-anthropologue pour apporter donc les clarifications de la science sociale sur ce phénomène. Docteur Rodrigue Mocho, bonjour. Bonjour. Merci donc à vous de répondre à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, pour se construire, chaque enfant a besoin de ces deux modèles d'identification que sont le père et la mère. Mais de nos jours, avec les statistiques évoquées un peu plus haut, vous avez donc le sentiment que effectivement la famille devient de plus en plus monoparentale. Ce phénomène a-t-il une explication sociologique? Merci beaucoup pour la question. Avant de répondre, je voudrais vous remercier de m'associer à cette initiative qui est d'une grande portée pour l'éducation et pour le développement de notre pays. Vous savez, la famille est une institution. Elle a été institutionnalisée pour le bonheur de toute la société. S'il n'y avait pas la famille dans la société, il fallait la reconstruire. Malheureusement, il se fait que la famille, telle qu'elle a été connue de façon traditionnelle, elle a subi beaucoup de mutations. Je dirais que de façon globale, nous sommes dans une société en mutation où tout ce que nous avons comme une institution s'individualise. Et c'est la même chose qui se passe ici, compte tenu des contraintes actuelles, contraintes professionnelles, contraintes sociologiques, contraintes économiques, contraintes à tout point de vue. Les initiatives qui consistaient à construire la vie ensemble, tout ça est en plein déclin. Et donc, vous voyez aujourd'hui, les parents sont obligés de courir pour s'occuper d'eux-mêmes, leur survie, avoir un boulot pour pouvoir prendre en charge la famille. Et dans cette course-là, beaucoup de choses se passent. Par le passé, par exemple, lorsque vous devez payer la dot, ce n'est pas une affaire d'un individu, c'est une affaire de la famille. Lorsque on devait prendre en charge l'éducation de l'enfant, ce n'est pas une affaire d'individu, c'est une affaire de famille, de collectivité. Lorsqu'on doit aller au mariage, ce n'est pas une affaire d'individu, c'est une affaire de collectivité. Lorsque vous devez même travailler, ce n'est pas une affaire individuelle, c'est une affaire collective. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte où tout ça, ça a dégringolé. Et c'est ça qui met en difficulté les familles et crée tout ce que vous êtes en train d'évoquer. Alors, Sandra Adjaho, cinéaste, ça voudra simplement dire que vous n'êtes pas sur place. À des moments donnés, il faut abandonner l'enfant à son père ou parfois le traîner à la limite sur la scène parce qu'il ne veut pas se départir. Comment vous avez vécu cette étape-là de votre vie? Bon, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est très difficile parce que, comme il a dit déjà, le docteur l'a souligné, avant, c'était une affaire de famille, de collectivité, parce que les autres, ça ne peut que être les autres qui peuvent t'aider
à pouvoir t'en sortir dans ces cas précis-là. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a l'individualisme qui est en train de gagner le terrain. Et ce qui fait que, par exemple, si moi, je dois voyager et tout, mon mari, c'est pas lui qui va garder les enfants, mais on confie ça à la famille. On confie ça soit tu peux confier à ta mère, comme tu peux confier à ta sœur, ou bien ça dépend. Ou des voisins même qui peuvent s'occuper aussi des enfants si tu as une domestique. Il y a plusieurs cas. Et ça dépend surtout de la situation dans laquelle tu te retrouves et de la période dans laquelle aussi tu te retrouves. Donc, c'est extrêmement compliqué de pouvoir le faire, mais bon, on essaie de gérer par rapport à chaque circonstance. Voilà. On essaie de gérer par rapport à chaque circonstance, mais quand les crises surviennent, alors que peut-être le mari, oui, peut-être avec le mari ou peut-être avec la famille. Voilà. Lorsque vous êtes, parce que les statistiques révèlent que la plupart du temps, les mères, quand on parle de famille monoparentale, c'est beaucoup plus sur la femme que repose la plupart des responsabilités. Comment ça se gère? Effectivement, quand on se retrouve dans une situation où le couple est disloqué et que les enfants se retrouvent avec la mère, c'est un peu compliqué. C'est compliqué en ce que elle doit courir dans tous les sens pour savoir comment est-ce qu'elle va s'en sortir. Et moi, je reviens toujours à ce principe qui fait que quand tu es une femme et que tu es dans un couple, tu te retrouves dans une certaine circonstance, c'est déjà la communication que tu as, c'est-à-dire le rapport que tu as avec tes pères, ta famille, ton entourage, qui t'amène à pouvoir t'en sortir dans ces moments-là. Mais si tu as une mauvaise relation avec les autres, avec tes pères, c'est compliqué. Tu n'évolueras pas parce que tu deviens statique, parce que c'est toujours ces personnes qui pourront t'aider en cas de besoin. C'est pas ton homme qui viendra garder, ou bien en ce moment tu diras à ton mari, à ton ex, ou bien à ton mari, bon, même si la situation, des fois, la situation, ça ne va pas, et puis ils se séparent physiquement. Donc, il peut être là, après, peut-être qu'après discussion, ils vont se remettre ensemble. Mais à ce moment précis, c'est compliqué de pouvoir confier les enfants au mari parce qu'il va dire non, tu assumes. D'autant plus que tu as voulu garder les enfants, tu les gardes et tu sais comment tu vas gérer. Moi, je ne pourrais pas les garder parce que déjà, l'homme en lui-même n'est pas aussi disponible que la femme. La charge des enfants revient à la femme parce que la femme est beaucoup plus disponible à pouvoir garder les enfants, à s'occuper des enfants que l'homme, parce que les charges de l'homme, c'est le travail déjà bouffe un peu tout et c'est pas évident pour les hommes de pouvoir s'occuper des enfants. Donc c'est pour ça que c'est un peu complexe. Donc je pense que même s'il y a une dislocation dans le foyer, il faut toujours tout faire pour garder, pour communiquer, pour échanger, pour que les solutions en ces cas de besoin puissent émaner des deux parties, pour qu'ils puissent trouver ensemble une solution adéquate. Parce que ce soit du niveau du mari, il y a la famille qui est là, qui peuvent toutefois t'aider à pouvoir garder ses enfants si tu te déplaces ou si tu as une activité qui t'empêche d'être tout le temps présent et tout. Donc, je pense que, mis à part ce qui vous sépare, vous oppose, il faut toujours se retrouver et privilégier les enfants, leur éducation, et tout en communiquant. Et c'est justement ça, le nœud donc de cette émission, l'éducation des enfants, quand le couple ne parle plus le même langage. Docteur Mocho, est-ce que vous pensez que c'est à confier à la famille, à la femme ou au père? C'est très compliqué. En soi, l'éducation des enfants appartient au couple. Si je dois encore remonter encore plus loin, l'éducation d'un enfant appartient à la société. Je dois vous dire que par le passé, lorsque l'enfant déconne, on n'a pas besoin de savoir qui est son père. Dans la société, on peut le corriger ici et maintenant. Mais nous sommes dans une société actuelle où tout est réglementé, l'enfant a des droits. Et donc, de ce point de vue-là, l'éducation de l'enfant appartient aux parents. Ce sont les parents qui s'occupent de cette éducation-là. Parce qu'il s'agit de transmettre un certain nombre de valeurs à l'enfant pour que ces valeurs puissent permettre à l'enfant de vivre dans la société. Mais dans le cas d'espèce, lorsqu'on est dans une situation de monoparentalité, c'est qu'il y a forcément un parent qui n'est pas là. Il y a un parent qui est absent.
Et en règle générale, ce qui se passe dans nos sociétés, dans ces situations de monoparentalité, il y a comme une féminisation. C'est beaucoup plus les femmes qui sont avec les enfants. Parce que dans nos sociétés, on dit très souvent que l'homme, c'est il est dehors. Mais la femme, elle est à la maison. Donc l'éducation incombe justement à la femme. Mais il y a d'autres contraintes juridiques. Il y a beaucoup d'autres problèmes qui naissent aujourd'hui. Vous allez constater que on dit l'enfant va rester avec la mère jusqu'à un certain âge. Après un certain âge, le père même commence à revendiquer. Il dit, moi, je vais prendre en charge mon enfant parce que, vous savez, un enfant, c'est un investissement. Et même si on ne récolte pas forcément en termes économiques ou en termes sociaux, il y a des choses que l'on obtient. Donc, à un niveau donné, les parents veulent... il y a comme des conflits qui naissent autour de l'éducation de cet enfant-là. Mais moi, je dois vous dire que l'idéal, c'est que l'éducation soit assurée par les deux parents. Même s'ils ne sont pas ensemble. Même s'ils ne sont pas ensemble. Aujourd'hui, il y en a qui ont trouvé des mécanismes. L'enfant fait un aller-retour entre les deux parents. C'est vrai que dans le cas d'espèce, il y a comme un no man's land. L'enfant ne sait plus concrètement ce qu'il reçoit en termes de valeurs, puisqu'on transmet des valeurs. Mais il faudra que les deux parents, même s'ils ont des problèmes là, il faut qu'ils s'associent pour voir quel mécanisme mettre en place pour que la vie de l'enfant soit sauvée. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de l'enfant. Et donc, moi, je pense que idéalement, il faudra travailler à ce que on revoie cette situation de monoparentalité et qu'on responsabilise les acteurs, parce que le problème est là. Mais comme on n'arrive pas très souvent à le faire, il faut trouver ce mécanisme-là. Sandra Adjaro, l'éducation, c'est beaucoup plus la femme. Ça dépend de la femme, selon le docteur. Et vous l'avez déjà commencé par signifier tout à l'heure également. Mais puisque c'est une situation d'opposition, le père et la mère ne s'entendent plus, est-ce que créer ce canevas où à la fois l'enfant fait un aller-retour entre le père et la mère est une bonne chose? C'est le souhait, mais c'est compliqué. C'est très compliqué parce que je pense que la responsabilité qui incombe aux deux parents, c'est de pouvoir essayer de mettre la balle vraiment à terre et de réfléchir pour l'éducation de leurs enfants et non de réfléchir par rapport à leur séparation, parce que c'est ce que beaucoup de couples font. Quand ils se séparent, disons les hommes, eux, facilement, ils refont rapidement leur vie. C'est ce que vous croyez? Non, parce que le sondage montre qu'à 80%, c'est ce qui se fait. Les hommes ne restent pas souvent seuls. Donc, ils prennent forcément, même s'ils ne se marient pas encore avec cette nouvelle venue, il y a quand même une femme chez eux. Et la femme, de son côté, à cause des enfants, elle essaie, mais c'est difficile pour la femme de s'engager directement. Et là, un conflit naît. Et ce conflit, soit c'est la femme, la maman, les enfants sont victimes parce que soit c'est la maman qui n'est pas du tout contente parce que si cet aller-retour commence pas à se faire et les enfants rapportent ce qui se passe là-bas à leur mère et vice-versa. Et là, les conflits s'amplifient. Ça s'amplifie. Donc, c'est pour ça, des fois, il est conseillé de pouvoir se voir et s'échanger par rapport à l'avenir de ses enfants en dehors des cadres. Parce que même si le père dit, parce que c'est par rapport aux expériences, moi je l'ai vécu aussi, donc je me dis souvent, quand tu envoies l'enfant, bon, c'est normal que l'enfant aille là-bas, mais quand l'enfant va là-bas, l'enfant n'est pas à l'aise parce que sa maman n'est pas là. L'enfant, son souhait, c'est que son papa et sa mère se retrouvent ensemble. Donc déjà, dans la tête de l'enfant, l'enfant met une barrière entre celle qui est là-bas et lui. Donc, du coup, l'enfant ne veut pas savoir si celle qui est là-bas, elle est bien, elle n'est pas bien, elle a un bon comportement ou pas. Il y a déjà ce conflit déjà psychologique qui naît déjà dans la tête de l'enfant, qui fait que tout ce que l'autre fait, l'enfant ne l'apprécie pas. Et quand l'enfant veut rapporter juste un petit événement, peut-être dû à lui-même,
à sa mère, il essaie de grossir, de dramatiser au point où l'autre est énervé et les problèmes commencent. Soit des fois on dit je n'enverrai plus mon enfant, le papa dit l'enfant va venir force. Et puis il y a trop de conflits qui naissent. Donc moi je pense qu'il faut vraiment essayer de surmonter cela et d'essayer d'être responsable jusqu'à, c'est-à-dire que essayer de gérer au point où ces petits conflits, on interdit même, on essaie de discuter avec l'enfant pour lui expliquer la situation, parce que moi je dis c'est la communication peut-être qui peut amener vraiment les parents à pouvoir aider l'enfant à se retrouver. C'est très difficile parce que moi, je ne pense pas qu'il y a une solution là qui existe, qu'on peut utiliser, mais c'est les circonstances qui vont amener chaque parent à pouvoir essayer de gérer la situation, et le plus gros travail leur revient. Parce que je pense que c'est à chaque personne d'essayer de comprendre que la situation dans laquelle on est là maintenant, on ne peut plus se mettre ensemble. Chacun doit prendre son chemin, ou on va essayer de s'entendre et de se remettre ensemble, ou j'accepte que voilà, la situation est telle. Et maintenant, on essaie l'enfant qui est là, de l'aider, parce que l'enfant, c'est l'enfant qui souffre. Les parents, eux, ils agissent, parce qu'il y a même des mères de famille, quand quelque chose se passe et elle est énervée, elle fesse tout sur l'enfant, et c'est l'enfant qui subit tout. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Moi, je ne sais pas si on pourra vraiment arriver à trouver une solution, mais le seul conseil que moi je tiens à donner à tout un chacun de nous, c'est vraiment d'être calme, serein devant toute situation, d'accepter la situation présente pour le bien des enfants. Et je pense que seule la communication peut nous amener à arriver à donner une bonne éducation pour nos enfants. Parce que si déjà en nous-mêmes, il y a un conflit interne qui se fait entre nous, qu'on n'accepte pas cette situation, on ne pourra pas gérer l'éducation des enfants. Alors, comment gérer cette réalité, la reconnaître, être sûr que oui, bon, peut-être que cet homme n'est pas fait pour moi, ou cette femme n'est pas à moi, et accepter donc la situation présente comme elle le dit, l'accepter avec tout son calme possible et s'occuper de l'éducation des enfants. C'est possible? Ça se faisait par le passé dans la famille traditionnelle que vous avez présentée au départ? Dans la famille traditionnelle, le taux de divorce est très faible. La situation de monoparentalité est exceptionnelle. Mais aujourd'hui, c'est vrai que cela se généralise. Cela se généralise tout simplement parce qu'il n'y a pas cet accompagnement vers le mariage. Cela se généralise parce que le mariage en soi est difficile et il faut forcément un accompagnement. Cela se généralise parce qu'il y a des paramètres sociaux, des variables sociales qui, justement, qu'on appelle, entraînent une certaine liberté des acteurs qui vont vers les liens de mariage. Mais docteur Boto, est-ce que vous ne voyez pas, vous êtes aussi, en dehors de la sociologie, vous êtes aussi juriste, est-ce que vous ne voyez pas un contraste? Par le passé, il n'y a pas autant de paramètres juridiques qui encadraient le mariage, mais pourtant, les liens duraient. Et vous avez dit que les divorces étaient l'exception. Mais aujourd'hui, où quand même, il y a des textes de loi qui encadrent le mariage, qui conduisent au mariage, qui accompagnent donc les jeunes. Pourquoi autant de divorces? Pourquoi vous ne vous demandez pas pourquoi, malgré l'avènement de ces tests-là, le code des personnes de la famille qui a moins de mariage, les tests ne font pas tout dans la société. Les tests viennent peut-être réglementer, mais les tests ont parfois des failles. Je vais vous dire par exemple que la règle aujourd'hui, c'est le mariage monogamique. Mais vous savez très bien qu'il y a d'autres formes de polygamie qui se développent au détriment des femmes. La question est là, fondamentale. Est-ce que cette forme-là qu'on a voulu à travers les tests, est-ce que ça règle les problèmes? Dieu seul sait que beaucoup d'hommes aujourd'hui ont leur femme officiellement à la maison et beaucoup de maîtresses dehors. Il y en a même qui vivent leur bonheur en dehors de la famille, en dehors de leur femme officielle et avec des maîtresses dehors. Parce qu'aujourd'hui, tel que c'est régenté, cela ne facilite pas ça ne facilite pas l'épanouissement de ces acteurs-là. Bon, je ne fais pas l'apologie de la polygamie, mais ce sont des réalités qui sont les nôtres. Et en voulant régler ces problèmes-là, on devait réfléchir aux tests. Vous voyez, par exemple, par le passé, il y en a qui se mariaient le même jour avec plusieurs femmes.
C'est complexe aujourd'hui compte tenu du dispositif légal. Je suis entre deux terrains, entre le terrain juridique et le terrain sociologique, mais je pense que dans le cas d'espèces, il faut privilégier les dimensions sociologiques. Alors, quand on prend par exemple la situation qu'elle a évoquée, je pense qu'il n'y a pas de solution magique comme elle a su révéler. Mais lorsqu'on est dans un foyer normal, qui s'occupe beaucoup plus de l'éducation de l'enfant, c'est la femme. Tout à fait. Mais ce n'est pas la femme seule qui s'occupe de l'éducation de l'enfant. Au plan psychologique, on vous dira que l'autorité parentale, par exemple, est une dimension importante qui participe de l'équilibre de l'enfant. Lorsque cette autorité-là n'est pas là, cela fragilise l'enfant et l'enfant peut devenir ce que l'on voit aujourd'hui, hein, pour la délinquance et tout le reste, ce n'est pas souhaitable. J'ai parlé tout à l'heure d'un aller-retour. Il ne s'agit pas d'un aller-retour physique, mais il s'agit d'un aller-retour de valeur. Parce que lorsque la situation de monoparentalité arrive et que cela s'impose à soi, il faudra comprendre désormais que l'enfant ne pourra pas évoluer seul sous le toit de la femme. L'homme en toute responsabilité, même s'il doit se parler avec une femme, doit faire en sorte que cet enfant qu'il a laissé à la femme, il doit contribuer à son épanouissement, à son éducation. C'est important. C'est ce mécanisme-là qu'il faudra inventer. Parce que tout laisser à la femme, ce n'est pas évident. Vous comprenez que les femmes, en règle générale, ont un niveau économique très bas. Je ne suis pas en train de dire que les femmes n'ont pas un poids économique. Mais en termes financiers, ouais, c'est l'homme qui va chercher souvent les ressources. Si vous abandonnez cet enfant-là à la femme et que c'est elle seule qui doit s'occuper de l'éducation, c'est sûr qu'il va manquer de ressources financières, des ressources économiques et voire des ressources sociales. Dans ce cas, puisque vous avez décidé de vous marier une fois dans votre vie, de connaître quelque chose dans votre vie et qu'un produit est né, il faut réfléchir de façon responsable à entretenir ce produit qui est né. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il faut prendre en compte l'éducation de l'enfant. Même si l'enfant doit rester avec la mère, le père doit savoir qu'il a une responsabilité dans ce processus éducationnel. Il peut arriver, parce que figurez-vous, avec ce que l'on vit aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de femmes qui ne sont pas responsables. Lorsque cette situation-là arrive, la porte est ouverte à tout ce que vous pouvez, hein, beaucoup de débauches, beaucoup de prostitution. Et la femme, pour survivre, est obligée de mener des activités louches au vu et au su de l'enfant, ce qui ne participe pas de son équilibre psychique et social. Quand c'est comme ça, le père doit prendre ses responsabilités et s'assurer que cet enfant que j'ai là, est-ce qu'il est sur le bon chemin? Ce produit que j'ai, qui est le mien, est-ce qu'il est sur le bon chemin? Lorsqu'il se rend qu'il n'est pas sur le bon chemin, il peut prendre la responsabilité de prendre en charge l'éducation de son enfant. Cela se passe. Vous savez, en Europe, lorsqu'on est dans des situations du genre, l'homme peut décider de s'occuper de l'enfant. Bon, ici, il y a toujours deux soupapes que l'on crée, peut-être la belle famille, peut-être les frères qui s'occupent. Mais je dois préciser que nous sommes dans une société qui s'individualise. Même les relations de fraternité s'individualisent. Ce n'est pas évident qu'on puisse prendre en charge convenablement l'éducation de cet enfant-là, comme cela se faisait par le passé. Et donc, le père doit suffisamment être responsable quand il le faut. La mère doit être suffisamment responsable quand il le faut. Quand on n'est pas capable de faire un enfant, il faut cesser il faut abandonner. Il ne faut pas aller. Dans certains pays aujourd'hui, il y en a qui décident de ne pas faire d'enfants parce qu'ils sont vus, qui n'ont pas les capacités économiques, les capacités psychologiques pour s'occuper de l'enfant ou d'aller vers le mariage. Quand c'est comme ça, on abandonne. Mais lorsqu'on décide d'aller vers ça, il faut se ressourcer. Il faut se ressourcer. Sandra Diakho, vous avez dit que vous l'avez vécu
vous l'avez géré comment à votre niveau? Est-ce que vous avez vu qu'il faut atteindre une certaine maturité pour affronter, ou que toute femme peut répondre favorablement à cette réalité-là? Non, tout le monde ne peut pas répondre favorablement. Tout le monde n'est pas mature. Déjà, la maturité, ça s'acquiert par expérience. Parce que ce que toi tu vis aujourd'hui et que tu t'assois, tu réfléchis là-dessus et tu te dis ça ne m'arrivera plus. D'autres personnes ne l'ont jamais vécu. Donc c'est par expérience que cela s'acquiert. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué parce que si déjà l'homme et la femme, ils ne sont pas de la même, c'est-à-dire ils n'ont pas les mêmes comportements, les mêmes pensées, ils ne partagent pas les mêmes valeurs. Ils ne partagent pas forcément les mêmes valeurs. Et quand c'est dans cette situation donnée, le plus important, c'est de savoir est-ce que tu as de l'amour pour ton enfant qui est là. Parce que c'est l'amour qui est important. S'il aime vraiment son enfant, tu le sentiras. Parce qu'il sera toujours là, il va demander ce qui se passe. Et puis, c'est plus facile de gérer les autres conflits. Parce que quand il y a de l'amour pour son enfant, on laisse tout tomber et on s'occupe que de l'enfant. Ces petits problèmes, on les laisse parce qu'on a besoin de l'éducation, d'une bonne éducation pour cet enfant qui est en train de grandir. Mais il y a des parents, comme côté paternel, comme l'homme ou la femme, il y en a qui n'aiment pas vraiment leur enfant. Et ça ne peut pas, ils sont comme ça, ils sont nés comme ça. C'est possible ça? C'est possible. Il y a, par exemple, dans certains cas, il y a un couple qui s'est séparé et la femme est partie déposer son enfant à son mari tranquillement pour dire bon, c'est fini, garde l'enfant. Cette mère n'aime pas son enfant. Parce que ce n'est pas le papa qui s'occupera de ton enfant, de l'éducation de ton enfant. C'est une affaire de vous les deux où toi tu t'en occupes et tu demandes son soutien. Parce que c'est la mère qui doit être là d'abord pour conduire l'enfant. Moi, je le dis toujours, c'est vrai qu'il y a des pères qui sont paternalistes, qui sont en même temps, ils ont cette valeur maternelle. Mais ce n'est pas évident dans tous les cas. Donc, tu dois être là. Donc, il y a des mamans qui vont déposer les enfants ou ils vont déposer dans la belle famille et elles fuient leur responsabilité. Et de la même manière aussi, il y a des pères, quand ils sont séparés et que la femme dit « je garde mon enfant parce que je sais que je pourrais mieux l'éduquer », ils s'en lavent les mains. Et il continue son chemin sans revenir vers l'enfant, sans demander ce que l'enfant mange, sans demander quelle éducation, comment l'enfant évolue de façon scolaire et tout. Donc, il y a de ces cas qui s'amènent. Donc, on ne peut pas dire la manière dont moi je gère ma situation, c'est de la même manière que l'autre aussi gérera sa situation. C'est qu'il faut que chacun se dise, une fois que l'enfant est né, l'enfant est sous l'entière responsabilité des deux parents. Et c'est les deux parents qui pourront vraiment mieux éduquer ces enfants. Bon, il y a aussi des enfants qui sont quand même nés sous une bonne étoile où déjà eux seuls, ils arrivent à gérer, ils sont nés matures, bien, quelle que soit la situation, ils essaient quand même d'évoluer, mais c'est très rare. Donc moi, je pense qu'il faut que le couple qui est disloqué puisse arriver à trouver un terrain d'entente et à donner vraiment de l'amour à leur enfant en participant chacun à son éducation. Ils doivent communiquer, quelle que soit la situation qui les a séparés, quel que soit le dédain qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, quel que soit ce qui a créé le problème de leur dislocation, ils doivent pouvoir s'entendre, communiquer autour de cet enfant qui n'a pas demandé à naître et qui n'était pas présent lors de leur dispute et tout, quoi. Docteur voilà. Socio-anthropologue Mocho, vous estimez aujourd'hui que la dynamique de la famille a fait aujourd'hui que nous sommes face à certaines réalités, même encadrées par les tests, tout le monde est là, tel que régenté, ça pose problème. De quoi aujourd'hui dépend l'équilibre de la famille actuelle? Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas reconnaître que la famille a connu des mutations. Alors son équilibre aujourd'hui dépend de quoi? L'équilibre de la famille aujourd'hui dépend de l'invention d'institutions modernes et qui s'adaptent à nos réalités. Il y a beaucoup de mécanismes qui sont inventés. Vous voyez, il y a des structures matrimoniales qui préparent les jeunes au mariage. J'ai dit une fois en passant que le mariage n'est pas une affaire facile. Ce n'est pas en une soirée qu'on retrouve sa femme qu'on est enceinte. Ce n'est pas dans une boîte de nuit
qu'on retrouve sa femme mort enceinte. Ce n'est pas dans la rue qu'on retrouve sa femme mort enceinte. Vous voyez un peu? Et pour aller au mariage par le passé, il y avait tout un mécanisme. Il y a même des mécanismes religieux. Il y a même des mécanismes religieux qui accompagnent ça. Mais aujourd'hui, même les mécanismes religieux l'Église et tout ça, ces mécanismes sont devenus très fragiles. Donc, je pense qu'il faudra aller vers une réinvention de ces mécanismes-là. J'ai commencé par parler des structures matrimoniales qui préparent au mariage. Je crois qu'au ministère de la Famille, il y a une direction en charge de la famille. Cette direction doit pouvoir accompagner cette logique-là. Il faudra aussi, dans la même logique, agir sur les institutions religieuses. Comment est-ce qu'on va au mariage aujourd'hui? Comment est-ce que l'Église accompagne le mariage? C'est un peu ça. Les parents aussi doivent savoir que, bien que les difficultés financières et économiques soient là, et que cela s'impose à nous. Mais personne n'a intérêt à ce que la famille ait de problèmes. Donc, de ce point de vue, lorsque il vous arrive, pardon, vous d'être père, vous devez savoir que vous devez devenir un jour grand-père, arrière-grand-père. Et donc, vous ne devez pas abandonner votre enfant, vos petits-enfants. Cette structuration qui existait, on peut toujours l'inventer et retorper aujourd'hui pour que les parents, sans tout le temps intervenir dans les affaires des enfants, je dis sans pour autant tout le temps intervenir dans les affaires des enfants. Je ne parle pas de mariage forcé, parce qu'il y en a eu par le passé, ce n'est pas ça. Mais il s'agit d'assurer un accompagnement, accompagner les jeunes dans leur choix pour qu'ils puissent aller vers un mariage équilibré. Quand on fera cela, la femme sera suffisamment responsable, l'homme sera suffisamment responsable pour que vraiment, une fois qu'ils se mettent dans des liens de mariage, qu'ils évitent vraiment le divorce. Parce que le taux de divorce est aujourd'hui trop élevé. Est-ce que vous savez qu'en réalité, quand on prend une femme, elle a un rôle de production biologique, que l'on connaît, mais elle a aussi un rôle de production sociale, de reproduction sociale. Et la même chose au niveau de l'homme. Mais aujourd'hui, très souvent, on oublie. Lorsque c'est en une soirée, dans une boîte de nuit, après avoir bu suffisamment, on est saoulé. Je vais peut-être vous rire. Les Ivoiriens ont dit que lorsque vous allez dans une buvette et que vous voyez une femme vilaine, et à un moment donné, vous commencez à voir qu'elle devient belle, il faut savoir que vous êtes déjà saoulé. D'accord? Et lorsque c'est dans cet environnement-là que vous trouvez votre femme, vous n'êtes pas suffisamment fier d'elle. Ou c'est lorsque vous êtes dans cet environnement-là que vous avez trouvé votre homme, l'enfant apparaît, mais le cercle de la famille n'applaudit pas. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. Malheureusement, on est dans un environnement où le numérique et les médias sociaux ont encore rendu hyper accessible la sexualité et les pratiques sexuelles. C'est qu'ils ne responsabilisent pas surtout et on va au mariage comme on va acheter du gâteau au bord de la voie. Ce n'est pas comme ça. Je voudrais qu'on le sache. Et ces mécanismes-là peuvent être inventés pour un accompagnement justement des jeunes. Sandra Diarou, de quoi dépend aujourd'hui l'équilibre de la famille moderne? Je ne dirais pas plus que le docteur, parce que il a déjà tout résumé en parlant de mécanismes. Je pense qu'on ne peut que chercher, on ne peut que essayer d'inventer certains mécanismes qui... Vous pensez que c'est possible? C'est possible. Moi, je trouve que c'est possible. Et déjà, moi, je ne comprends pas notre système éducatif ici qui restreint tout le temps des choses qui sont importantes pour les enfants. Parce que je pense que c'est déjà l'éducation à la base qu'il faut donner aux enfants. Il faut amener à pouvoir il faut créer des mécanismes où déjà il faut échanger avec les enfants à l'école, les jeunes, les filles comme les garçons, sur peut-être les valeurs morales qu'il faut, les valeurs qui tournent autour du mariage. Vous pensez qu'on n'en fait pas assez déjà?
Mais on n'en fait pas du tout assez. Dont on parle, je ne sais pas, dans le système éducatif, vous avez déjà entendu qu'il y a un système ou bien qu'il y a des enseignants qui donnent des cours sur les valeurs morales conduisant au mariage. Non, c'est des choses qu'il faut inventer. C'est très important. C'est comme par le passé, si l'Église catholique a su dominer un peu le monde, c'est parce que, par exemple, ils imposaient dans les écoles le catéchisme. C'est des choses comme ça qu'il faut qu'on refasse. C'est très important. Il faut instaurer des mécanismes, par exemple, à mener, parce qu'on sait que tout garçon ou toute fille ira vers le mariage, forcément, pour pouvoir produire, pour avoir des enfants, pour créer ce lien social, familial et tout, parce que c'est ça d'abord une nation. Maintenant, il faut commencer par éduquer, mis à part les mathématiques, les français qu'on apprend aux enfants, il faut leur apprendre à évoluer aussi dans ce sens. Et c'est très important parce que dans le passé, comme il a dit, moi je suis totalement d'accord. Si on prend comment on dit, les congrégations animistes, ils apprennent tout ça dans leur couvent. Parce que, mis à part le côté religieux, il y a le côté social qui est très important. Comment conduire les enfants, les jeunes vaudous-ci ou les trucs au mariage. Et on leur apprend à pouvoir savoir comment vivre en mariage, comment éduquer les enfants, comment être femme, comment être homme, comment assurer ses responsabilités et tout. Maintenant, si vraiment l'État peut tout faire pour que dans le système éducatif, on puisse amener ça un peu comme comment on dit, les activités extrascolaires, on peut l'amener, donner cette éducation aux enfants, ce serait un truc parfait. C'est vrai qu'il y a des institutions qui parlent du VIH, SIDA, tout ça, mais tout ce qu'on apporte dans nos systèmes éducatifs, c'est parce que les Blancs nous amènent toujours à pouvoir le faire, parce qu'il y a des institutions qui viennent de l'extérieur. Non, nous-mêmes, on doit analyser sur le terrain quels sont nos besoins socio-économiques. Et maintenant, essayer de créer des mécanismes adaptés à ça. Aujourd'hui, c'est clair que beaucoup de groupes se disloquent. Mais qu'est-ce qui crée le problème? Parce que les parents n'ont plus vraiment le temps d'éduquer leurs enfants. Les familles ont échoué. Les familles n'ont pas échoué. C'est la vie, je ne sais pas, les contraintes de la vie qui ont amené les familles à le faire. Est-ce que ces parents-là aussi avaient reçu une bonne éducation par le passé? Chacun sait comment il a été éduqué. Donc, on ne peut pas dire que forcément, quand tu deviens père ou bien mère, tu dois avoir les moyens nécessaires pour éduquer ton enfant. Non, il faut forcément une autre éducation extérieure pour t'aider aussi à éduquer les enfants. Et chaque fois, les situations, ça se vit au quotidien. L'éducation, c'est au quotidien que cela se fait. C'est pas du coup, tu as la solution qu'il faut pour éduquer les enfants. Donc, moi, je dis, ce qui est important, c'est que on puisse mettre des mécanismes. Le ministère de la Famille doit essayer de mettre des mécanismes en place pour qu'on puisse donner ces genres d'éducation, de valeur aux enfants. Pour leur dire d'abord, tu es un homme, tu es un garçon, tu es une fille, tu iras forcément vers le mariage, tu iras forcément en couple, parce que c'est l'éducation que tu donnes à ton enfant qui grandit, qui fait de lui un bon cadre, ou bien un bon président, ou bien un bon ministre. C'est très important. Tout passe par la famille. Pour qu'il y ait un développement vraiment... si on prend par exemple l'Asie, aujourd'hui, ils sont en train d'évoluer. Aujourd'hui, c'est l'une des premières puissances du monde. Mais si vous allez vous voyez la manière dont leur discipline concernant l'éducation et tout, c'est très important parce que c'est basé sur des principes qui sont adaptés à leur continent, à leur pays, à leur continent. Et il impose aux enfants. Nous aussi, on a nos propres réalités. Et il ne faut pas qu'on laisse les enfants tout le temps, c'est-à-dire, ils se calquent sur la réalité qui vient occidentale. Voilà, occidentale. Donc ça pose problème, on doit créer nos propres mécanismes. Moi, cela vous renvoie dans votre discipline, la sociologie. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau? Vous avez évoqué tout à l'heure la congrégation chrétienne religieuse, beaucoup plus, mais Sandra a évoqué tout à l'heure un aspect très important, la tradition africaine. Est-ce qu'on ne peut pas puiser de cette tradition pour enseigner les vraies valeurs? Parce que vous avez dit que la famille, par le passé, avait quand même marché avec ses fondamentaux traditionnels et ça a quand même tenu. Oui, même si elle avait quelques difficultés, les difficultés ne sont pas telles que cela prend de l'ampleur aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Je pense que des mécanismes existent. Je connais un roi, par exemple, qui travaille au niveau de l'éducation des enfants qui sont dans les couvents. Lorsqu'on va dans un couvent par le passé, ce n'était pas forcément pour
ce n'était pas uniquement pour le beau. On va dans le Rumpame, mais ce n'est pas que pour le beau, mais on vous apprend à vivre. Comme on le dit en fond, on vous apprend le walo et le ninomé, c'est-à-dire le savoir-faire, le savoir-vivre, le savoir-être. On vous apprend tout ça. Et si vous vous interrogez bien, vous vous rendrez compte que il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui parce que vos parents vous l'ont interdit ou parce que vos parents vous ont dit on ne fait pas ça, on ne fait pas ça chez nous. C'est justement ça, de ça qu'il s'agit. Il faudra aller chercher ces éléments-là lorsque nous savons, par exemple, que la culture, la religion traditionnelle est omniprésente dans nos vies. Plus de la moitié des Béninois ont recours à cette religion-là. Il faudra la solliciter pour prendre des mécanismes à ce niveau-là pour reconstruire ou rebâtir la famille. Je dis, il ne s'agit pas de faire un retour à la source, parce que de ce côté-là, il y a beaucoup de choses à toiletter. Mais il s'agit de faire un recours. Parce qu'en vérité, je vous le dis, on ne développe pas, on se développe. Lorsque nous allons chercher les mécanismes des autres, c'est normal que cela ne marche pas. Parce que c'est leur mécanisme. Nous-mêmes, là, notre action peut être utile. Donc, tous ceux qui, dans les communautés au niveau local, continuent de croire, il faudra travailler avec ces mécanismes-là pour les améliorer au fin d'aider notre famille. Mais, dans le même temps, ceux qui sont à Cotonou, qui ne connaissent rien de tout ça, ou ceux qui sont ici et qui vont à l'église catholique, à l'église évangélique, à l'église céleste, ou qui sont des musulmans, de ce côté-là aussi, il y a des mécanismes qu'il faudra prendre pour pouvoir sauver la famille. Et c'est de la responsabilité des parents. La responsabilité des parents. Ensuite, je pense que l'école, cette institution-là, elle ne doit plus continuer à faire avaler uniquement aux apprenants des connaissances techniques et scientifiques. Il faudra que les connaissances morales, les valeurs morales, qu'on puisse les partager. Moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a des choses que je ne pourrai jamais faire parce qu'on m'a dit on ne fait pas. Même à l'école. Mais aujourd'hui, est-ce que l'école permet effectivement cette cohésion sociale-là? Nous devons chercher dans tout ce que nous faisons des valeurs d'épanouissement, mais nous ne devons pas oublier que nous sommes là pour que la société puisse grandir. Et lorsque la famille échoue, c'est la société qui échoue. Ce ne sera pas peut-être votre conclusion, mais Sandra Adjaro, aujourd'hui, le fait est là que les dislocations, c'est ce qui caractérise beaucoup plus les couples aujourd'hui. Juste un petit mot en termes de conclusion et de conseil également. Bon, ce que moi j'aurais à dire, c'est de demander à chaque couple de pouvoir essayer de communiquer, de savoir que seule la communication peut amener à se comprendre. S'ils décident à vivre ensemble, ils le feront. S'ils décident à vivre séparés, tout en prenant en charge réellement l'éducation de leur enfant, ils peuvent le faire. Ça ne dépend que d'eux. Voilà. Rodrigue Mocho, en guise de conclusion. Oui, vous avez parlé de familles monoparentales. Il y a aussi des familles recomposées et qui posent la réelle problématique de l'éducation des enfants issus de ces familles-là. De toutes les façons, c'est notre société qui s'individualise. Il faudra qu'on invente les mécanismes pour qu'il y ait une cohésion au sein de ces familles-là. Je dois dire que faire un enfant n'est pas une petite affaire. Il faut vraiment réfléchir avant de faire un enfant. Peut-être l'acte sexuel peut prendre une dimension qu'on appelle banale, mais aller faire un enfant, il faudra vraiment réfléchir. Et lorsque l'enfant naît, tout parent doit savoir que son devoir, c'est de faire en sorte que cet enfant qui est né puisse grandir et le dépasser lui en tant que père. Parce que le souhait d'un parent, c'est que son enfant le dépasse. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les enfants échouent, ils reviennent à la maison,
les parents n'ont plus la capacité de s'occuper d'eux, et c'est un drame social. Il faudrait qu'on se réveille pour que tout ce que nous faisons là, on puisse le faire en toute responsabilité pour le bonheur de l'enfant. Rodrigue Bochos, socio-anthropologue, merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau, partager donc avec nous les aspects sociaux liés donc à la famille et surtout à la famille monoparentale et ses conséquences surtout sur l'éducation de la progéniture. Merci également à vous Sandra Adjahou, cinéaste, créatrice et productrice des bijoux Mafé. On aura peut-être le temps de découvrir davantage vos productions. À chacun et à tous, merci. C'était donc votre émission de la famille consacrée aujourd'hui à la monoparentalité. Ici et ailleurs, c'est terminé. On vous donne rendez-vous tout prochainement.